Simon Perronneau, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Losange. Nous sommes au salon Première Vision. Je veux juste savoir pourquoi avoir créé Losange. Quel était le concept au départ? Alors Losange, on l'a créé en 2020 avec Mathieu, mon cofondateur. L'enjeu pour nous, c'était de trouver un moyen de répondre à un double enjeu. Le premier, c'est que la plupart des émissions de CO2 liées à la production d'un vêtement viennent de la création de la matière première, du rouleau de vêtements. Et le deuxième, c'est que tous les ans, on va jeter énormément de vêtements chaque année en Europe. Et en fait, on s'est dit que le plus simple, c'était de réutiliser l'existant pour créer des nouveaux vêtements. Et qu'une des solutions pour ça, qui n'est pas le recyclage puisque c'est autre chose, c'était l'upcycling, qui est une méthode assez simple à comprendre. C'est récupérer un vêtement, le désassembler, découper à l'intérieur des morceaux qui sont ensuite assemblés pour faire un nouveau produit. Donc un jean devient une veste, un sac, etc. La problématique de l'upcycling, c'était qu'il n'y avait aucune technologie qui permettait de découper automatiquement le vêtement. Et c'est ce qu'a fait Losange sur ses 3 premières années de développement, c'est de lever des fonds et de créer la première machine en Europe qui fait de la découpe automatisée de vêtements pour passer d'un vêtement à des empiècements en moins de 30 secondes. L'empiècement, c'est la pièce détachée du vêtement en gros, c'est bien ça, hein? Exactement, en fait, l'empiècement, c'est par exemple si on veut découper un jean pour en faire un sac ou pour en faire une veste, c'est vraiment désassembler le vêtement, créer un patronage de sac ou de veste. Ce patronage, il est constitué de morceaux. Ces morceaux sont normalement découpés dans des rouleaux qu'on crée d'habitude dans l'industrie de la mode. Et sauf qu'ici, on doit les découper dans des vêtements qui sont déjà assemblés. Donc on doit les désassembler, découper ces morceaux. On récupère les morceaux, on les assemble comme on assemblerait un produit normal, et ça fait un nouveau produit, mais sans les émissions de CO2 puisqu'on n'a utilisé aucune matière première vierge. Et il y a moins de pertes, j'imagine, avec cette machine automatique que ce qui est fait de façon manuelle, j'imagine. Il y a moins de pertes et surtout c'est beaucoup plus rapide. Sur une production manuelle, on estime que pour découper un vêtement en morceaux, il faut à peu près entre 20 et 30 minutes, alors que là, il faut entre 20 et 30 secondes. Et donc il y a une machine qui est opérationnelle, il y en aura plus après, ou enfin comment ça se passe? Il y en a une qui est en effet opérationnelle aujourd'hui, qui nous permet de tourner avec des capacités qui sont déjà très importantes. Et demain, en effet, le modèle de développement de Losange s'oriente sur la production de ces machines-là pour les mettre au service des productions de nos clients, puisque Losange fabrique des machines, mais fabrique des machines pour les mettre au service d'un business model qui n'est pas de vendre des machines ou de construire des machines, mais qui est bien de répondre à des besoins de production qu'ont nos clients en upcycling. Et nos clients vont être de grandes entreprises, SNCF, La Poste, à des marques de mode qui ont des besoins de production, soit à partir de produits qu'elles possèdent, des tissus de train, des tenues de poste, de postier, ou alors des vêtements qui sont en surstock, ou alors à partir de vêtements qui sont trouvés en centre de tri par nos équipes. Et du coup, on est quand même sur un modèle qui répond à un enjeu de production, à un besoin de production de produits beaucoup plus responsables. Et pour parler de 2024, je crois que vous avez travaillé, hein. Les bâches ont été réutilisées et ils en ont fait des objets revendus, c'est bien ça, hein? Exactement, oui, on a travaillé avec Paris 2024 pour essayer de revaloriser tous les produits qui avaient été utilisés dans le cadre des bannières publicitaires affichées dans les stades et dans les rues. Et ces produits-là, en fait, c'est des produits majoritairement en PVC qui ne sont pas recyclables. Et donc l'upcycling était une des solutions les plus pertinentes pour les valoriser et en faire des produits qui derrière ont été distribués, ont été utilisés ou ont été vendus. Donc c'est là où est la force aussi de l'upcycling, c'est que c'est recréer des produits qui ont tout de suite un intérêt économique ou un intérêt stratégique à être vendus ou alors à être distribués. Parce que c'est vrai que nous, c'est sur ça qu'on met l'accent. Pour nous, une méthode de production circulaire ne peut pas s'imposer si elle n'est pas économique. Et c'est pour ça qu'on a développé cet outil aussi technologique-là. Et aujourd'hui, on arrive à faire en sorte qu'un produit upcyclé, sorti d'usine, il coûte aussi cher, voire moins cher qu'un produit fait de manière traditionnelle. Et là, il y a un exemple de sac et de vêtements. Tu peux faire un visuel sur le sac qui est superbe. Oui, ça c'est un sac qu'on est en train de développer pour une marque de mode. Là, l'enjeu, c'était de réussir à créer un produit qui est beaucoup plus complexe qu'un produit standard. Donc on a volontairement voulu aller travailler l'empiècement, puisque nos équipes, en fait, on a des équipes en production, on a 21 salariés, on a des équipes en production, mais on a aussi des équipes en bureau d'études qui accompagnent les marques dans leur recherche stylistique de tendance au niveau du design. C'est un projet que vous leur avez proposé, c'est bien ça alors? Exactement, en fait, ils viennent avec un brief, on veut créer un sac. Et après, le brief est plus ou moins précis. Soit on a déjà des visuels assez complets et dans ces cas-là, on crée le patronage directement. Soit on fait aussi de l'itération visuelle et de design avec eux. Et en l'occurrence, ça, c'est un des produits qui est ressorti de l'itération qu'on a fait ensemble. Et là, il y a des vêtements également, hein. Il y a des déstructurés, je dirais. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est des produits en fait qu'on développe en fait en catalogue et que les marques en fait derrière peuvent venir récupérer pour personnaliser. Elles peuvent changer la forme, elles peuvent changer les empiècements, elles peuvent changer la couleur, elles peuvent changer les finitions. Mais l'enjeu pour nous, c'est de démontrer que les pratiques d'achat en fait du textile en upcycling peuvent être les mêmes qu'une pratique d'achat conventionnelle. On fonctionne pareil, qu'on fasse de l'achat de produits upcyclés ou de l'achat de produits standards. Et on se met au niveau en termes de confection et en termes de qualité de produit. Merci.
Donc on peut vous retrouver jusqu'à demain. On est dans le hall 5. Merci, Monsieur Perrelon, merci. Léa Steyer, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Green Touch. Vous recyclez donc les touches à sentir. Vous venez de Grasse, c'est important. Hein. L'idée est venue dans une rue de Grasse, devant une parfumerie. Vous avez dit comment utiliser toutes ces touches, ces mouillettes. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Je peux me permettre de... Génial. Alors l'idée est venue... Alors moi je suis grassoise d'origine et ingénieure de formation, ingénieure en environnement, et donc c'est vrai que on va dire que la circularité et que la gestion des déchets était quelque chose d'important et de primordial, et que forcément en tant que grassoise, la parfumerie était un domaine qui nous touche, qui fait partie de nous naturellement, et donc ça a été comme une évidence. Un jour je rentre dans une parfumerie et je fais tester un parfum sur une touche à un ami. Et il me dit, voilà, j'aimerais tester ce second parfum. On peut retourner la touche pour, de l'autre côté, utiliser l'autre bout. Je dis, non, les odeurs se mélangent, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il me regarde, il me dit, alors, on en fait quoi après? Et c'était une excellente question. Et en fait, l'idée s'est imposée de cette évidence-là, de se dire, c'est vrai que la touche à sentir, on en utilise 600 à 900 millions par an, simplement en France, tout à fait. Et de se dire que c'était conséquent et qu'il n'y avait pas de solution de recyclage. Donc on est arrivé pour proposer une solution innovante pour son recyclage. Vous avez donc développé un process pour enlever tout ce qui est olfactif et recycler le papier. Tout à fait. Pour vous situer un petit peu, nous on récupère, on gère en interne tout le système de collecte dans plusieurs pays d'Europe à l'heure actuelle, et on vient capturer les molécules olfactives qui sont présentes sur le papier, parce que sinon cela vient altérer tant les productions que les machines des papetiers. Donc ça a été un vrai défi technique de rendre ce déchet recyclable. Vous avez breveté ce procédé, c'est votre boîte noire entre guillemets. C'est la boîte noire, mais au-delà de cette boîte noire, on en a quand même une seconde qui est que pour travailler dans ce domaine, il faut connaître toutes les particularités avant tout de la parfumerie, qu'il faut connaître leur mode de fonctionnement, qu'il faut connaître tous les aléas de cet univers, parce qu'il faut s'adapter à leurs contraintes et à leurs besoins. Et quelqu'un du monde du déchet qui veut s'implanter dans la parfumerie a aussi cette barrière à l'entrée qui est importante. Et vous êtes donc la seule sur ce créneau entre guillemets, je pense. Hein. Tout à fait, on est les seuls au monde, même globalement. Aujourd'hui, on a des demandes. Nous, on est implantés en Europe. Enfin, il y a aussi une histoire de réglementation autour du déchet qui est importante à prendre en compte dans notre business. On a des demandes partout, que ce soit des pays asiatiques, mais aussi des États-Unis ou d'Amérique latine. Aujourd'hui, on travaille justement avec des sociétés présentes aux États-Unis, mais aussi dans certains pays d'Amérique latine, pour envisager un recyclage à leur côté, qui permette de rendre ce recyclage, ouvert au monde entier dans les futurs mois, futures années. Donc, le prochain projet, c'est en Amérique latine, je crois, c'est bien ça. Exactement, Amérique latine et États-Unis, l'idée c'est de pouvoir rendre ce recyclage accessible à tous. Les entreprises là-bas sont heurtées au même problème qu'ont eu les sociétés en France, qu'aucun acteur n'existe. Donc ils nous contactent en nous disant, on a besoin de votre expertise, on a besoin d'aide. Donc nous, c'est aussi s'adapter aux contraintes qu'ils ont dans le pays, s'adapter aux réglementations sur place pour transplanter notre business à ces nouveaux pays. Je crois que vous avez un accord avec les paperies de Clairefontaine pour la transformation des mouillettes, entre guillemets. Exactement. En fait, pour vous expliquer, on a 3 modes de revalorisation. Les parfumeurs nous ont demandé une valorisation artisanale parce qu'ils voulaient retrouver un papier 100% produit à partir des touches à sentir de leur marque, pour avoir une circularité parfaite autour de leurs déchets. On a aussi quelque chose de semi-industriel où c'est un papier 100% fait avec de la touche à sentir et uniquement de la touche à sentir. Donc le premier lieu de revalorisation est à Grasse, capitale du parfum. Le second est vers Grenoble, on travaille avec l'Institut national du papier. Et le troisième, on travaille avec Clairefontaine dans le Nord. Donc là, on est sur un recyclage industriel pour des beaucoup plus gros volumes et où on mélange avec 9 ou 10 autres types de papier pour avoir une homogénéité de production. Et là, il y a un exemple du papier recyclé. Tout à fait, avec plusieurs variations de papier, de cartes à sentir. Là, c'est le papier qui est fait tout particulièrement dans notre atelier. Vous voyez cette texture, vous voyez aussi les motifs provençaux qui sont dessus. Notre volonté, nous, c'était de mettre aussi en avant un patrimoine et un savoir-faire et un territoire avant tout. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce motif. Mais pour certaines marques, on incorpore aussi leur logo, C'est-à-dire qu'on fait du papier vraiment luxueux pour certaines grandes marques. On nous demande tant du papier de soie que des papiers, on nous demande des œuvres d'art. On a des parfumeurs qui nous demandent des tableaux. On travaille vraiment sur l'art dans sa généralité. Et à côté de ça, on a lancé aussi notre propre marque où on allie en fait tous ces savoir-faire-là, parce qu'on fait des éventails parfumés et des carnets en cuir aussi parfumés en complément de notre parfum. Donc l'idée et qui plaisent beaucoup en Chine, je crois. Là, il y a un marché qui s'est ouvert. Cette marque a été créée
par hasard en Chine. Par hasard, c'est toujours étonnant de dire qu'on crée quelque chose par hasard. On a eu une opportunité d'aller montrer nos produits en Chine et c'est vrai que pays du papier oblige, il y a eu un vrai coup de cœur pour notre matière et donc on revient là en octobre, dans moins d'un mois, avec cette nouvelle gamme, ces nouveaux produits finis pour leur proposer et en fait on a vu le réel engouement l'année dernière, donc on revient avec une base beaucoup plus concrète et beaucoup plus solide avec 9 produits, donc une dizaine de produits pour cette année. Et si je peux me permettre, vous avez quel âge? J'ai 22 ans, j'ai créé du coup la première société Green Touch il y a de ça 3 ans et demi. Donc je venais tout juste d'avoir 19 ans. J'étais encore à l'école, donc je fais un cursus d'ingénieur en environnement, j'étais en 3e année à ce moment-là. Et donc là, la nouvelle marque cette année, voilà. Donc plein de projets, 2026 s'annonce très porteur pour le mois pour vous. Exactement, en fait il y a toujours plein de projets. Je pense que quand on est entrepreneur, on est passionné de ça. On a besoin de cette nouveauté, on a besoin de se retrouver dans ces projets, d'avoir cette flamme qui nous anime. Donc c'est vrai que ça motive en fait d'avoir plein de nouveaux projets, c'est ce qui nous fait nous lever au quotidien. Super. Là donc nous sommes au salon Première Vision. On peut vous retrouver, donc on est dans le hall 5 jusqu'à demain. Jusqu'à demain, exactement. Et là, on est sur un stand où en fait, on propose une expérience immersive. Nous, on a été incubé par Villa Blue, qui est l'incubateur du groupe Robertet. Donc Robertet, leader mondial des parfums et des arômes naturels et des matières premières naturelles, bien évidemment. Et donc, nous, l'idée était de traduire une des couleurs qui est l'une des prochaines tendances mode, le convertir sous toutes ses formes. Donc, on a d'abord fait un cocktail pour le goût, qui a été ensuite traduit, peut-être qu'Emmanuel pourra vous en parler, en un parfum qui a ensuite été traduit en une cire qui se touche. On va faire un petit visuel après. Fais un visuel, voilà. Et nos lecteurs, ça sent très bon, hein. Nous on le sent, je peux en témoigner. Les gens sur les salons disent que ça sent de partout, les gens viennent pour sentir, pour toucher. L'idée c'est qu'ils puissent avoir tous leurs sens, ils ont la vue, l'odorat et le toucher. Et avec l'œuvre, ils comprennent aussi les matières et l'organique du vent. L'idée est d'avoir ce symbole du vent, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment, on va dire, une immersion complète autour de la couleur. Bon Léa, merci. Et tout le succès, on vous souhaite tout le succès pour 2026, mais je pense que ça s'annonce très bien. Merci beaucoup. Merci Léa. Merci. Emmanuel Balestra, bonjour. Nous sommes au salon Première Vision. Vous êtes un directeur de bar, vous avez travaillé dans des établissements prestigieux, on en parlera tout à l'heure. Et Première Vision est venue vers vous pour la création d'un cocktail avec une couleur tendance, c'est bien ça? Exactement, donc justement Première Vision est venue vers moi et mes collègues de Villa Blue à Robertet et il nous a donné cette code couleur qui en fait c'est une tendance de l'année 2026-2027. À partir de cette couleur-là, j'ai confectionné un cocktail composé de 5 éléments. Il y a du Campari, il y a du vermouth. On va faire visuel sur il y a du Campari, il y a du vermouth rouge, il y a également du champagne et un parfum comestible fait avec de la bergamote et de la santifolia, que c'est la rose de mai, la rose emblématique des Grasses. C'est vous qui avez créé. Exact, ça c'est les plantes. Un parfum comestible. On cultive les plantes, on les macère en ultrasons, on les distille, on fait des parfums pour la côté alimentaire. Et vous avez donné un nom à ce cocktail? C'est un Negroni Sbagliati botaniste. Donc un Negroni Sbagliato, c'est un cocktail classique né à Milan. Et ces cocktails, en fait, avec Sidoni, c'est un nez magnifique. Sidoni qui travaille pour des parfumeurs très célèbres. Sidoni, c'est un nez incroyable de Robertet qui en fait fait des parfums pour des niches pour des grosses boîtes de parfums. Et en fait, on a décomposé les cocktails, on a créé un parfum pour l'intégrer dans la cire. Et en fait, quand on sent la cire, on sent les goûts du cocktail. Et ça devient, entre guillemets, une expérience sensorielle. Expérience complète, tout à fait. Vous travaillez aussi à Biot, très connu. Là, on peut montrer un exemple. Ça aussi, c'est une idée fabuleuse, je trouve. Ça, j'ai désigné mes verres avec mon ami Serge de la ville de Biot. Et ça, c'est une verre olfactive. Quand on met les parfums comestibles, on boit. Et le nez rentre dans la chambre olfactive. Et donc, la côté olfactive amplifie la gustative. Et justement, la dégustation devient sensorielle et pleine d'amour. Tous les sens sont exacerbés, alors. Exactement. Okay. Donc on peut vous retrouver au Hall 5 sur le stand de la Villa Blue, qui est l'incubateur de Robertet, Hall 5 du salon Première Vision. Avec beaucoup d'amour. Merci Emmanuel. Merci.